Nous, ce qu'on défendait en fait à travers ce projet, enfin, au-delà d'un projet par exemple touristique, c'était plutôt un projet de société. Et en se disant peut-être qu'en fait cette vallée de la Vilaine, ça peut être aussi les prémices à proposer un projet de société différent. Ce grand territoire de la vallée de la Vilaine, qui est un territoire de 3500 hectares au sud de Rennes, qui est situé entre 7 communes, dont la ville de Rennes et plusieurs communes de la métropole rennaise. C'est un territoire qui est surtout un projet, en fait, avant tout, un projet de la métropole pour permettre aux habitants l'idée était de permettre aux habitants d'être en vacances dans leur propre ville, dans leur propre territoire. Et effectivement, c'était un territoire connu, mais partiellement connu. C'est-à-dire qu'en fait, sur certains espaces, certaines polarités, il était identifié, mais d'autres pas du tout. Parce qu'en fait, pas très accessible et aussi comportant pas mal de routes ou de nœuds routiers qui le traversaient, qui ne donnaient pas obligatoirement une image intéressante ou positive de cet espace-là. C'est un territoire qui est complètement anthropisé parce qu'en fait, il a été vraiment fabriqué en fait, par l'homme et par son activité d'extraction de carrière. On a effectivement associé en fait, les habitants très rapidement en fait, à la découverte d'abord de cet espace-là et à sa connaissance pour qu'ils puissent avoir une connaissance commune en fait, de ce territoire avant même que le projet, puisque l'idée était bien d'en faire un projet d'aménagement porté donc, par une direction de l'aménagement qui avait des financements pour investir, pour faire des chemins, faire des ponts, faire des pontons, etc. Donc ce projet d'aménagement, l'idée c'était d'abord de construire une vision et un savoir commun avec les habitants. On était associé avec l'équipe de paysagistes qui était mandataire de ce projet d'aménagement, qui est l'agence Terre. Et on a fait équipe déjà ensemble. On s'est accordé à se dire qu'à ce projet complexe, ce territoire complexe, il fallait une méthode spécifique. Et donc on a inventé un peu ensemble cette méthode-là. À travers une démarche, en fait, un projet qu'on a appelé Traversée et Escale, donc c'était en 2015, qui était de dire, justement, il faut pas construire en fait le projet, il faut pas imaginer d'abord le projet parce que d'abord il faut apprendre à découvrir ce territoire-là. Et la meilleure manière de le découvrir, c'est d'aller le parcourir. Donc on a imaginé avec des architectes, avec des artistes, qui ont dès le début été embarqués dans cette aventure, et avec les paysagistes, vraiment ensemble. On a imaginé des marches en fait, pour parcourir le territoire et croiser des regards différents sur ce territoire-là. On communiquait par exemple autour de ces traversées. On était assez flou, nous diraient des communicants, mais en même temps assez ouvert pour pouvoir accrocher différentes personnes. Celui qui aime le patrimoine et qui a envie de se faire sa promenade du dimanche, celui qui est passionné de projets urbains et qui ne manque pas une réunion de concertation, l'enfant ou la famille qui veut explorer, et donc avec un vocabulaire autour d'exploration. Et ensuite, on a continué en fait pendant plusieurs années, chaque année, à proposer des traversées sur ce territoire et à chaque fois il y a introduire une dimension nouvelle. Donc on a fait des traversées augmentées pour tester des micro-usages ou préfigurer de la signalétique. On a fait des traversées en vélo, pour voir aussi comment on pouvait explorer ce territoire avec ce mode de locomotion. On a fait des traversées sur l'eau, traversées embarquées pour voir comment est-ce qu'on pouvait naviguer sur ce territoire. Et à la fin on a proposé ce projet de traversée dans un événement qu'on a appelé l'année de la Vilaine. Et on a proposé que toutes les structures en fait, qui le souhaitaient, qu'elles soient dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, de l'art ou sur des enjeux environnementaux, s'emparent en fait de ce concept-là, de ce projet-là, pour proposer elles aussi leur propre traversée du territoire, mais avec une seule petite condition dans cette idée-là, c'était qu'elles s'associent à deux acteurs qui habituellement ne travaillent pas ensemble. C'est quelque chose de très simple, mais en fait les gens adorent qu'on les emmène en balade et en fait ça marche très bien. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de suivi et d'appétence en fait des habitants qui tout d'un coup, par ces modes en fait
par sa manière de regarder le territoire et de l'explorer, d'en faire une expérience concrète, s'intéressait en fait à cet espace-là qui était tout proche en fait de chez eux et sur lequel avant ils n'avaient pas obligatoirement un regard intéressé. Cette notion de tiers-paysage de Gilles Clément, elle nous inspire évidemment beaucoup parce que ce qu'il appelle voilà, le tiers-paysage, c'est cet espace qui est entre l'espace domestiqué, l'espace complètement naturel et qui est un espèce d'espace tiers en fait, représenté notamment par la friche en fait, la friche qui sont... Enfin, clairement, la vallée de la Vilaine est une friche, en fait. C'était un espace extrêmement, comme j'ai dit, fabriqué par l'homme, complètement conçu par la main de l'homme. En fait, donc là, nous, on a travaillé beaucoup avec des personnes qui travaillent sur des enjeux environnementaux qui n'étaient pas nos spécialités, mais qui disaient qu'en fait, souvent, ces espaces-là, quand ils sont très anthropisés, quand on arrête d'un coup de les exploiter, se développe en fait une biodiversité accrue, en fait, et un peu florissante, un peu fofolle, là, parce que justement, elle trouve dans ces espaces-là des espaces de renaturation assez dingues. Et je crois que c'est ça, en fait, le tiers paysage. Et donc c'était une notion en fait inspirante aussi pour penser cet espace-là dans la diversité en fait des espèces et des usages qui pouvaient s'y développer. Le terme des touristiques, c'était pas nous qui l'avions posé, c'est l'éditeur, donc les éditions Apogée, chez qui il a été édité, qui voyait bien quand même un peu la complexité de cet objet-là et voyait aussi l'enjeu de pouvoir aussi le vendre, en fait, cet objet, voilà, de pouvoir le diffuser. Et c'est lui qui a proposé ce terme de détouristique, parce qu'il sentait bien qu'on ne pouvait pas proposer un guide touristique, parce que clairement, on n'était pas sur des espaces sur lesquels le tourisme a posé son sceau en disant ça c'est à voir, etc. Pas du tout. Mais qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec cette histoire de tourisme, clairement, et qu'en même temps ça proposait une sorte de détour en fait par rapport au tourisme, une manière de regarder les choses d'une autre manière. Ce projet, en fait, on a terminé d'y travailler l'année dernière, mais disons que sous sa forme active sur le territoire, on a terminé d'y travailler avec le Covid. En fait, disons que le Covid a mis quand même un coup de frein assez fort aux activités et aux expérimentations concrètes sur le terrain. Et donc à cette période-là, en fait, quand on faisait ce projet-là, les instances qui s'occupent de tourisme regardaient ça quand même... Enfin, c'était pas dans le cœur des préoccupations, en fait. Il y avait un intérêt, parce qu'il y a quelque chose d'étrange qui s'y passait. On a d'ailleurs réussi à faire un partenariat avec Destination Rennes sur cette année de la Vilaine. Mais ça restait pas une priorité, en tout cas, du développement du tourisme. Et je pense que ça l'était à Rennes, mais comme ça l'était ailleurs, en fait. Ces sujets de dire que peut-être qu'on devrait réinventer un tourisme de proximité, penser aussi pour les habitants d'un territoire. C'était pas en fait le cœur de la problématique. Le tourisme restait à cette époque-là un objet d'attractivité justement, comme je disais tout à l'heure, territoriale pour attirer des personnes extérieures au territoire et produire une consommation et donc des retombées de richesse et des retombées économiques pour le territoire. Par exemple, Destination Rennes, à ce moment-là, donc, qui est l'opérateur touristique de la métropole, ses deux grandes préoccupations, c'était l'ouverture du couvent des Jacobins, qui est un magnifique établissement au cœur de Rennes, un magnifique palais des congrès, mais qui a pour finalité d'être un couvent des congrès pour des congressistes et pour un tourisme de congressistes, et donc avec... pas un lieu ouvert à la population, par exemple, pas du tout un lieu ouvert aux habitants. C'était un de leurs piliers. Et le deuxième, par exemple, projet sur lequel ils travaillaient à cette époque-là avec le voyage à Nantes, c'était une offre de tourisme pour les touristes d'Asie, et notamment pour les touristes chinois, pour découvrir les Pays de Loire et la Bretagne, donc à travers un itinéraire qui irait de Nantes, Nantes-Saint-Nazaire, Rennes et Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. Et clairement, la vallée de la Vilaine n'était pas apparue dans cette offre-là. Ça n'intéressait pas les touristes... ça ne pouvait pas intéresser les touristes chinois. Et donc c'était intéressant, c'est-à-dire qu'en fait les objectifs en fait, du développement touristique, c'était quand même celle-là. C'était pas de faire
un tourisme de proximité, de mettre en valeur les acteurs du territoire, de proposer d'autres façons d'expérimenter un espace. Enfin, pas du tout ces enjeux-là. Et après, le Covid est arrivé. Et effectivement, en fait, ça a été assez intéressant de rediscuter, par exemple, avec Destination Rennes après, où ils étaient assez conscients que, par exemple, leur offre qu'ils avaient inventée pour le tourisme d'Asie, elle n'a pas du tout marché, en fait, puisque en fait, le tourisme s'est tari. Enfin, juste aucun touriste chinois n'est venu pendant 3 ans. Enfin, je crois que c'est que maintenant que ça commence à revenir, en fait, ce tourisme-là. Donc c'était pas du tout adapté, en fait, au contexte. Mais par contre, effectivement, on a vu, même dans leur communication, par exemple, où dans ce qu'ils proposent, enfin dans leur site internet, etc., de plus en plus d'expériences de proximité pour un public effectivement local, en fait, et pas seulement un public extérieur. Je sens qu'on est quand même qu'au début d'une réflexion là-dessus, quoi, et que j'ai l'impression que c'est un peu par défaut, en fait, que qu'on se... Enfin voilà, à part certains acteurs, en fait, privés touristiques qui font des choix très radicaux sur des logiques d'exploration de territoire, etc., j'ai l'impression qu'au niveau des politiques touristiques, on n'est pas encore dans une vraie réflexion voilà, par rapport à ces enjeux-là aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'en voit pas non plus le modèle économique, en fait, tout simplement. La première action qu'on a faite dans l'idée aussi de produire un réseau de connaissances sur ce territoire, c'était de mettre en réseau les personnes qui avaient des attachements et qui avaient quelque chose à défendre par rapport à ce territoire-là. Et clairement, on est sur un territoire essentiellement agricole, donc les premiers, par exemple, c'était les acteurs, les agriculteurs, avec une forte proportion d'agriculteurs bio qui étaient installés sur ce territoire. Donc il y avait eux, il y avait des acteurs environnementaux très forts, et puis les acteurs qui avaient des projets éducatifs, sociaux aussi, qui étaient assez présents dans les communes. Donc clairement, dès le début, en fait, on a monté en fait un réseau d'acteurs qui a permis déjà que les gens se rencontrent, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne se rencontraient pas comme partout en France par rapport à leur discipline, enfin, les acteurs environnementaux parlent enfin, chacun se parle à soi-même, chacun parle à ses champs. Donc déjà, de créer comme ça des rencontres entre champs disciplinaires, mais aussi de créer des rencontres entre espaces géographiques distants. Notre réflexion, c'était plutôt un projet de société. Et en se disant, peut-être qu'en fait, cette vallée de la Vilaine, ça peut être aussi les prémices à proposer un projet de société différent. Donc c'est très très ambitieux, hein, on est très ambitieuse. Mais il y avait un peu cette idée-là, en tout cas, de pouvoir expérimenter un autre projet de société. Et très rapidement, on s'est dit qu'en fait ça passait par d'autres formes de gouvernance, justement, entre les acteurs publics, les acteurs privés, qui avaient des intérêts à défendre sur ce territoire, et les habitants et la société civile, en fait. Et donc il y avait vraiment cet enjeu-là en se disant comment est-ce qu'on arrive à penser en fait le développement, pas dans un sens exponentiel, mais plutôt l'organisation sociale, sociétale de ce territoire qui avait quand même un enjeu écologique très fort aussi, hein, de reconnecter les personnes à un environnement quand même qui avait des caractéristiques naturelles, même si c'était complètement artificialisé, mais enfin voilà, il y avait quand même cet enjeu-là, de proposer aussi d'autres modes de mobilité pour se déplacer sur ce territoire, d'autres modes peut-être aussi de consommation, avec justement tout ce réseau d'agriculteurs qui était présent, donc comment est-ce qu'on vient encourager des modes de production et de consommation locale. Donc on voyait qu'il y avait potentiellement en germe en fait plein d'ingrédients qui pouvaient faire un projet de territoire, un projet de société en fait un peu différent. En fait tout ça c'est une question effectivement de repartir aussi du fait que des gens ont des intérêts à défendre sur ce territoire-là en fait, et de fabriquer du commun à partir d'intérêts qui sont potentiellement divergents, voire opposés, voire conflictuels. Et clairement ça peut être tout à fait conflictuel d'avoir un touriste qui va passer dans un champ et laisser une barrière ouverte et que les vaches s'échappent. Enfin, voilà, il y a des choses qui peuvent être dans l'ordre du conflit, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer du commun quand même. D'où l'idée d'une gouvernance où, en fait, si on arrive à mettre tout le monde en fait, autour de la table et à faire entendre les points de vue et les intérêts de chacun, on pense qu'on peut fabriquer de l'intérêt commun qui n'est pas fixe, qui va évoluer aussi dans le temps, mais qui peut permettre en tout cas une coexistence de différentes activités et usages sur un même espace.